Somnifère, le podcast. La passion s'accroît en raison des obstacles qu'on lui oppose, écrit William Shakespeare. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 16 mars et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'Henriette et de Richard, un couple routinier qui partage une existence sans grande affection. Mais lorsque Richard est appelé au front, Henriette trouve une lettre qu'il a écrite pour elle au cas où les circonstances l'emporteraient. L'émotion et la passion semblent renaître, et la flamme soudain se raviver. Pourquoi alors remettre à demain ce que l'on peut vivre et construire aujourd'hui, et comment ne pas oublier de s'aimer? C'est une jolie histoire de Maurice Leblanc intitulée « La lettre d'adieu ». Et juste avant cela, notre séance de relaxation pour s'endormir comme sur un nuage. Si ce podcast vous aide à trouver le sommeil, je vous remercie de prendre quelques secondes pour le noter ou le commenter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. On va commencer par prendre le temps de s'installer confortablement, d'ajuster le drap ou la couverture, de se mettre à l'aise dans une position confortable. De fermer les yeux. Et de laisser notre esprit vagabonder. Prenez une profonde inspiration, une inspiration lente et apaisante, avant de relâcher toutes les tensions à l'expire. Prenez un petit moment pour relâcher tous vos muscles, faire en sorte que votre corps soit complètement décontracté. En prenant le temps de bien détendre votre nuque. Vos épaules, et votre dos. Je vais vous demander à présent d'imaginer que deux mains se posent sur le dessus de votre tête et la massent en faisant de petites pressions. De haut en bas, et puis de bas en haut. Ressentez le contact agréable de ces 10 doigts qui effectuent des pressions douces mais fermes. Avant de glisser sur les côtés, au niveau de vos tempes, puis au niveau de votre nuque, où les 2 pouces font des pressions agréables. De haut en bas, et puis de bas en haut. Avant de descendre lentement au niveau de vos épaules,
qui s'abandonne complètement sur le matelas. Puis au niveau de vos trapèzes, qui se détendent. Laissez votre esprit s'égarer en observant les appuis de votre corps contre le matelas. Votre respiration, les mouvements de votre poitrine à l'inspire et à l'expire. La température de l'air à l'inspire et à l'expire. Portez maintenant votre attention sur les orteils de votre pied droit, alors que vos pieds et vos chevilles sont complètement relâchés, et sentez des mains les masser un par un, délicatement. Portez d'abord votre attention sur votre gros orteil droit, puis le second, le troisième, le quatrième, et enfin le petit orteil. À présent, portez votre attention sur les orteils de votre pied gauche. D'abord votre gros orteil droit, puis le second, le troisième, le quatrième, et enfin le petit orteil. Ces mains commencent à présent à vous masser la plante des pieds, de haut en bas, de bas en haut, puis de gauche à droite. En dessinant des petits cercles. Et en appliquant des pressions légères et agréables.
Portez à présent votre attention sur votre ventre qui se détend, qui monte et qui descend. Au rythme de votre respiration, qui s'apaise. Observez comme il est agréable de simplement se laisser aller à l'instant présent. Sans rien attendre de particulier. Je vais vous demander à présent d'imaginer à quoi ressemblerait la version de vous-même la plus paisible. Concentrez-vous sur le calme et l'immobilité de cette image et sur ce que vous ressentez. Concentrez simplement votre attention sur votre respiration pendant quelques instants, sans être en attente de quoi que ce soit. En étant tout simplement présent, déconnecté du monde. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Chez une de ses amies, Henriette d'Aubray fit la connaissance d'une dame qui venait d'obtenir l'autorisation d'aller passer quelques heures dans un château qu'elle possédait non loin du front. Or le village voisin de ce château était précisément celui où Henriette savait que le régiment de son mari, fortement éprouvé, prenait actuellement quelques semaines de repos. L'autorisation étant valable pour 2 personnes, cette dame et sa sœur, et la sœur se trouvant malade, il fut convenu qu'Henriette profiterait de l'occasion et ferait le voyage. Les 2 femmes partirent donc le lendemain matin et déjeunèrent à Meaux sans qu'Henriette eût à subir le moindre désagrément. Aussitôt après, elles montèrent dans une diligence qui assurait tant bien que mal le service du village. Là, elles se séparèrent en prenant rendez-vous pour le soir, et Henriette, s'étant renseignée, marcha vers un groupe de fermes qu'occupait la 6e compagnie, celle où Richard d'Aubray avait gagné ses galons de lieutenant. Tout cela semblait à Henriette l'équipée la plus amusante. Mariée depuis 5 ans, elle n'accordait à son mari qu'une affection assez indifférente. Et ils en étaient arrivés à vivre l'un auprès de l'autre comme 2 étrangers que chaque jour éloignent l'un de l'autre, et que ne peut plus rapprocher aucune émotion commune. Cependant, elle éprouva un certain trouble lorsqu'elle apprit que la 6e compagnie
devait retourner aux tranchées dans la nuit même, et sans doute participer à la prochaine attaque que l'on annonçait de tous côtés. Ce fut un sergent qui la renseigna et qui la conduisit à la ferme occupée par la section du lieutenant d'Aubray. Là, on lui dit que le lieutenant avait été appelé au poste du commandant, mais qu'il allait revenir d'un moment à l'autre. La chambre où il couchait se trouvait au premier étage. Elle y monta. C'était une bien pauvre chambre, un réduit plutôt, garnie d'une mauvaise paillasse et dont l'aspect misérable la toucha. Pour la première fois, elle pensa, d'une façon un peu réfléchie et comme la chose le méritait, que Richard s'était bien battu jusqu'ici et que sa conduite lui avait valu son grade. Son mari lui apparut comme un être nouveau, qui menait une existence incompréhensible et qui comptait parmi cette foule de soldats dont on exaltait l'héroïsme dans les journaux. Elle n'avait jamais imaginé cela, et elle s'en apercevait tout d'un coup avec un petit tremblement au cœur, et aussi avec une sorte de gêne à se trouver là, elle, en robe trop élégante, le visage trop frais, les cheveux ondulés et les mains parfumées. Sa beauté et sa grâce lui semblaient des choses embarrassantes. Elle se sentit rougir. Il y avait accroché au clou d'une planche du linge grossièrement blanchi, et sur cette planche une vieille culotte de velours encore toute raidie par la boue. Et il y avait sur une table 2 chemises. Les ayant soulevées, elle avisa à côté d'une petite bouteille d'encre et d'un porte-plume des feuilles de papier et une enveloppe qui étaient là comme si on avait voulu les dissimuler au regard. Et tout de suite, elle vit d'un coup d'œil involontaire l'adresse et les quelques mots inscrits sur cette enveloppe. Pour remettre à ma femme en cas d'accident. Si la lettre avait été cachetée, jamais Henriette n'eût eu la tentation de l'ouvrir. Mais la lettre n'était pas cachetée. Même une partie de la feuille insuffisamment pliée dépassait de l'enveloppe, et cette feuille portait son nom à elle, son nom inscrit par Richard. Comment résister ? Elle avait cette occasion unique de connaître un secret qui ne l'intéressait pas jusqu'ici, mais qui soudain, par suite des circonstances exceptionnelles, prenait une importance considérable. Que pensait Richard de sa femme ? À l'heure effroyable du danger, en face de la mort, que lui voulait-il dire ? Quelles paroles solennelles éprouvait-il le besoin de lui dire par-delà la mort ? Paroles de reproche, paroles de haine, paroles de désespoir, paroles de douceur et de bons conseils. Vraiment aucune curiosité mauvaise ne la poussait. Et en dépliant la lettre, elle éprouvait plutôt à l'égard de son mari un sentiment qui la rapprochait de lui, et un désir confus de soumission et de déférence. Elle lut. Henriette, voici plusieurs fois que je t'adresse ces lignes suprêmes que l'on écrit presque malgré soi aux heures graves où la mort semble une menace plus imminente. Et chaque fois, c'est à peu près les mêmes lignes que j'écris, parce que ce sont les mêmes idées qui m'animent et le même souci qui me préoccupe. Je ne te parlerai pas du passé, Henriette. Il a été ce qu'il devait être. Si tu ne m'as pas aimé davantage, c'est que je n'ai pas su me faire aimer ou bien que je ne le méritais pas. Les sympathies de notre cœur et de notre chair obéissent à des lois capricieuses, sur lesquelles ne peuvent rien la raison ni la volonté. C'est ainsi, et il est bien qu'il en soit ainsi. Mais il y a autre chose, Henriette. Il y a autre chose que toutes les petites querelles d'amoureux, que les désaccords des époux, et que les sympathies ou les antipathies de l'instinct. Il y a un devoir qui domine tout, qui est sans doute l'unique devoir, un devoir qui naît avec nous
et qui nous oblige par le seul fait que nous existons. C'est le devoir de transmettre cette existence que nous avons reçue, et que nous n'avons reçue que comme un dépôt pour la transmettre à notre tour. Je m'en suis rendu compte durant cette guerre effroyable, lorsque tant de jeunes hommes tombaient autour de moi. Et j'ai compris la faute que nous avions commise. C'est la grande faute, Henriette, le crime impardonnable. Il faut avoir des enfants, Henriette. Il faut que tu te remaries et que tu refasses ta vie. Je te le dis gravement de toute mon âme qui te supplie. Je mourrais sans regret si je pouvais savoir que ma mort produira de la vie et que je serai remplacé par des êtres jeunes qui, à leur tour, transmettront cette existence que je n'ai pas pu transmettre. La lettre n'était pas achevée. Il y manquait ces mots de tendresse et d'amour par lesquels Richard, étant donné le ton même de son adieu, l'eût terminé certainement. Mais Henriette les devina, ces mots. Ils complétaient la lettre la plus émouvante dont elle sentit toute la noblesse et toute la sincérité. Et elle demeurait là, silencieuse, plus près de son mari qu'elle ne l'avait jamais été. Lorsqu'un bruit aigu ayant attiré son attention, elle leva la tête. Richard était en face d'elle, debout dans l'encadrement de la porte. Elle fut stupéfaite. Elle ne l'avait pas entendu venir, et sa présence la bouleversait. Ni l'un ni l'autre ils ne bougeaient. Aucune parole ne sortait de leur gorge serrée. Mais ils se regardaient comme ils ne s'étaient pas regardés jusqu'ici. À la fin, il lui dit très doucement : « Tu as lu cette lettre ?» Elle ne tenta pas de protester, et il reprit : « Tu as bien fait. Ce que j'ai écrit là, je te l'aurais dit si j'avais su que je te verrais. C'est ma pensée même. » Il fit quelques pas vers elle et lui dit : « Tu as bien compris, Henriette. » »« Oui. Et me le promets-tu » Elle secoua la tête et déclara : « Non, je ne te promets pas. » »« Cependant, si tu as compris, ne crois-tu pas que c'est là une promesse que tu me doives ?» Elle sourit. « Je n'ai pas de promesse à te faire. L'avenir est loin, et tu es bien vivant. Alors, il me semble que ton vœu pourrait s'accomplir sans qu'il soit nécessaire que tu disparaisses toi. » Son sourire avait ce quelque chose de spécial et de mystérieux, de charmant et d'affolant, où il y a de la coquetterie et de la pudeur, et qui est le signe de l'abandon. Depuis combien de temps ne l'avait-il plus vu, ce sourire ? Il en fut ébloui et trembla sur ses jambes. « Qu'est-ce que tu veux dire, Henriette ?» Elle souriait toujours en le regardant au fond des yeux, et il balbutia de nouveau. « Qu'est-ce que tu veux dire, Henriette ?»« Pourquoi te répondre ?» fit-elle. « Tu me comprends mieux que si je te répondais. » Elle lui tendit les mains, ses mains blanches, ses parfumées. Il les baisa ardemment. Mais comme il hésitait, n'osant pas encore croire à son bonheur, elle l'attira contre elle et lui entoura la tête de ses bras. Bonne nuit. Bonne nuit.